Alors, est-ce que c'est vraiment possible de laisser tomber le boulot de 9 à 5, de vivre où on veut et de ne bosser que 4 petites heures par semaine? Ça a l'air fou, mais c'est la promesse d'un livre qui a complètement secoué notre façon de voir le travail, La semaine de 4 heures. Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée et voir qui sont ces fameux nouveaux bienheureux. Mais attention, avant de devenir un phénomène mondial, cette idée a dû affronter un scepticisme total. Ce chiffre, 26, c'est le nombre d'éditeurs qui ont refusé le manuscrit. Pas un, pas deux, 26. Ils se sont dit, c'est une idée sympa, mais c'est beaucoup trop radical. C'est irréaliste. Et pourtant, contre toute attente, le livre a explosé. Il est devenu un best-seller dans le monde entier. Preuve que cette idée, jugée folle, a en fait touché une corde sensible chez des millions de personnes. Alors c'est quoi le truc? Quel est le secret derrière tout ça? En fait, tout repose sur une méthode en 4 étapes. Un système qu'on peut résumer par l'acronyme DEAL. Définir, éliminer, automatiser et libérer. C'est notre plan de match. Alors, on commence tout de suite avec le D pour définition. La première étape, définir, ce n'est pas encore le moment d'agir. Non, c'est le moment de tout remettre à plat dans sa tête. C'est un vrai changement de logiciel mental où on déconstruit nos vieilles idées sur l'argent, la carrière et surtout la peur. Le modèle classique, on le connaît tous, n'est-ce pas? Bosser comme un dingue, mettre de côté et espérer profiter de la vie à 65 ans. C'est le plan en vie différé. Les nouveaux bienheureux, eux, ils retournent complètement la logique. Pour eux, la vraie richesse, ce n'est pas le chiffre sur le compte en banque. C'est le temps, la liberté, la mobilité. Et ils la veulent maintenant, tout de suite. Ok, mais ça fait peur de tout changer. L'astuce du livre est simple mais redoutable. Il suffit de se poser cette question très honnêtement. Au pire du pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et quand on y réfléchit vraiment, on se rend compte que le scénario catastrophe est souvent bien moins terrible qu'on l'imaginait. Et surtout, on peut s'y préparer. D'un coup, la peur devient beaucoup moins paralysante. Pour que le rêve devienne un vrai projet, il y a un outil, les chronorêves. On prend une feuille, on liste tout ce qu'on veut avoir, être et faire, apprendre à danser, voyager en Asie, etc. Ensuite, on met un prix en face de chaque chose ramenée au mois. Et là, c'est souvent la révélation. On réalise que la vie de rêve coûte en fait bien moins cher que prévu. Et ça nous donne un chiffre clair, notre revenu mensuel cible. Bon, on a notre objectif. Maintenant, la deuxième lettre, E pour éliminer. Et là, l'idée est radicale. Le but, ce n'est pas de devenir une machine à productivité, c'est de faire le grand ménage. Il ne s'agit pas de mieux gérer son temps, mais d'en récupérer des tonnes. Le premier outil pour ça, c'est un grand classique, la loi de Pareto, le fameux 80-20. C'est simple, dans presque tout ce qu'on fait, 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos actions. C'est dingue quand on y pense. Le jeu, c'est donc de trouver ces 20% qui comptent vraiment et de se concentrer à fond dessus. Et ce graphique le montre parfaitement. Regardez cet écart. On passe un temps fou sur des tâches qui, au final, rapportent très peu. La vraie question à se poser, c'est quoi mon 20%? Quelles sont les quelques actions ou les quelques clients qui génèrent l'essentiel de mes résultats? L'autre loi magique, c'est la loi de Parkinson. En gros, une tâche, c'est comme un gaz. Elle prend tout l'espace-temps qu'on lui donne. Si on se dit « j'ai une semaine pour faire ce rapport », ça prendra une semaine. Mais si on se dit « je dois le finir avant midi », eh bien bizarrement, on y arrive. Les délais courts nous forcent à aller à l'essentiel. Éliminer, concrètement, c'est aussi couper le bruit. C'est ce que l'auteur appelle la diète d'information. Par exemple, on arrête de regarder les infos en continu, on vérifie ses emails 2 fois par jour, point barre, et surtout, on apprend à dire non. Non aux réunions qui n'ont pas d'ordre du jour précis. C'est un gain de temps et d'énergie absolument colossal. Ok, on a défini un but, on a récupéré du temps. Et maintenant, l'étape cruciale, le A d'automatisation. La grande question, comment faire rentrer de l'argent même quand on ne travaille pas? La réponse, c'est de construire ce que le livre appelle une muse. Alors attention, une muse, ce n'est pas juste un autre job. C'est une entreprise, un système qui est pensé dès le départ pour tourner tout seul sans nous. L'objectif ultime, c'est de devenir inutile au fonctionnement quotidien de sa propre affaire. Ça peut paraître étrange, mais c'est la clé. Un exemple concret, c'est celui de Doug Price. Il a créé un business d'effets sonores en ligne. Regardez le circuit. Un client commande sur son site, la commande part automatiquement chez un fournisseur, et c'est ce fournisseur qui expédie le produit. Doug, lui, ne touche jamais rien. Le système est 100% autonome. Et l'automatisation, ça peut aller très loin. Le livre raconte l'histoire du journaliste Haji Jacobs qui a poussé le concept à l'extrême. Il a engagé une équipe en Inde
pour externaliser une bonne partie de sa vie, de la gestion de ses emails professionnels jusqu'à ses disputes de couple. C'est une anecdote, mais ça montre jusqu'où l'idée peut aller. Bon, sans aller jusque-là, l'idée de déléguer reste super puissante. Pensez à toutes ces petites tâches qui nous absorbent du temps et de l'énergie. Prendre des rendez-vous, chercher des billets d'avion, trier ses emails. Tout ça, un assistant virtuel peut s'en charger. Et ça libère une charge mentale énorme. Ce qui nous amène à la dernière étape, l'aboutissement de tout le système. Le pour libération. On a un objectif, on a du temps, on a un revenu qui tourne tout seul, alors on fait quoi de tout ça? C'est la vraie récompense. La libération, ce n'est pas ne rien faire, c'est de repenser complètement la retraite. Au lieu d'attendre 70 ans pour un gros bloc de temps libre, pourquoi ne pas prendre des mini-retraites tout au long de sa vie? Des pauses d'1 mois, 6 mois, pour voyager, apprendre une nouvelle compétence, se lancer dans un projet qui nous passionne. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne cette anecdote géniale de Josh Steinitz. Il est au téléphone avec un client qui lui dit « On entend beaucoup de vin ». Et Josh répond super calmement « Ah oui, c'est normal. Je suis sur un glacier à 3000 mètres et ça souffle pas mal aujourd'hui. Voilà, le bureau, c'est le monde. » Là, on entend déjà la petite voix qui dit « C'est super pour un jeune célibataire, mais avec le crédit de la maison, les enfants à l'école, les engagements, c'est juste impossible. » Et c'est la grande objection, la question légitime que tout le monde se pose. Eh bien, le livre ne l'esquive pas. Au contraire, il attaque ce mythe en donnant des exemples concrets de familles qui l'ont fait. Il y a notamment l'histoire de la famille Erico, partie 5 mois faire le tour du monde avec 2 enfants en bas âge. Donc non, ce n'est pas une utopie réservée aux nomades sans attache. C'est adaptable. Finalement, la semaine de 4 heures, ce n'est pas un mode d'emploi à suivre à la lettre. C'est plus une philosophie, une invitation à remettre en question nos propres règles du jeu. L'important n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais peut-être de faire un premier pas. Alors pour finir, une petite question. S'il y avait une seule tâche inutile qu'on pouvait supprimer cette semaine, ce serait quoi? Et qu'est-ce qu'on ferait avec ce temps retrouvé? C'est peut-être là que tout commence.